À tous, merci de... voilà, ça continue. Merci de votre présence un 20 décembre, jour de course, mais jour aussi de réflexion sur un sujet qui est à la fois un sujet fascinant et moi, je vous avoue, déroutant. C'est-à-dire, on était habitué à ce que les États manipulent l'information, que ce soit les dictatures en termes de propagande ou de censure, ou même nos démocraties en termes de, tout simplement, de manipulation de l'information. Mais maintenant, on est dans un monde où tout le monde a accès à l'information, peut la diffuser, peut la changer, la corriger, en diffuser des fausses, la voler. Et donc, on est dans un système qui est effectivement, en tout cas pour moi, très déroutant. Et donc, je suis très, très heureuse de pouvoir accueillir ce soir Pierre Aski. Alors, Pierre Aski est un pur journaliste, un journaliste pur jus, quelqu'un qui vérifie tout ce qu'il va écrire et que vous connaissez tous sans doute parce que parmi ses récents faits d'armes, il a remplacé Bernard Guetta dans la matinale de France Inter. Mais donc je reviens quand même un tout petit peu sur sa carrière. Il est donc diplômé du Centre français de Centre de formation des journalistes, le CFJ, oui, qui autrefois était rue du Louvre, me semble-t-il, dans les temps historiques, qui est maintenant, je crois, vers Nation. Et quand il est sorti jeune journaliste, donc il a été d'abord à l'AFP, où il a commencé à parcourir un peu le monde, et notamment l'Afrique du Sud. Et ensuite, il est rentré à Libération en 1981. Et Pierre Aski va passer plus de 25 ans à Libération, à parcourir le monde, parce qu'il va devenir très vite chef de la rubrique internationale, et en particulier va passer pour Libération 5 ans en Chine, dont il ramènera plusieurs bouquins. Et d'ailleurs, une parenthèse qui n'a pas vraiment à voir avec notre sujet de ce soir, il vient de sortir un ouvrage sur la géopolitique de la Chine chez Erol. Ferme la parenthèse. Mais donc... après la Chine, il revient donc à Paris, il quitte le journal Libération et il crée le site d'information que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Rue 89, et puis il devient éditorialiste à l'Obs, tout en continuant à produire des éditoriaux dans plusieurs médias. Il a été nommé en 2017 président de Reporters sans frontières, donc fonction qu'il assume toujours. Et c'est à ce double titre de président de Reporters sans frontières et de journaliste d'expérience depuis des décennies que, je crois, il est aujourd'hui la personne la plus à la fois expérimentée et la plus digne de confiance pour traiter de ce sujet, fake news, désinformation, liberté d'informer. Je lui disais en introduction, mais qu'est-ce qui nous prouve que tout ce que tu vas nous raconter est vrai? Parce qu'effectivement, c'est une histoire en abîme. Si on commence à douter de la vérité du journaliste, et c'est ça le problème, qu'est-ce qui fait qu'on accorde la confiance à un journaliste ou pas. Et donc je crois que là, on a vraiment un interlocuteur majeur pour traiter de cette question qui, comme vous le savez, est éminemment d'actualité, aussi bien dans les réseaux sociaux, on l'a vu chez les Gilets jaunes, toutes ces informations qui circulent, que dans les campagnes électorales et dans la campagne électorale à venir, donc la campagne européenne chez nous. Donc merci Pierre. Pierre me disait qu'il n'avait jamais été professeur, donc il est un peu impressionné, mais moi je sais, pour t'avoir déjà entendu très souvent dans des colloques, que ça va être passionnant. Donc merci, entre 3/4 d'heure et 1 heure maximum. Merci Nicole. Bonsoir. Effectivement, c'est très impressionnant vu d'ici d'avoir un amphi plein comme ce soir et je vous remercie d'être là. Effectivement, un 20 décembre, c'était pas gagné. Alors on va commencer par une chose, c'est peut-être tuer un des mots du titre de cette soirée, c'est le mot fake news, parce que
ce mot, d'abord, recouvre des réalités. C'est un mot fourre-tout dans lequel on a des réalités qui sont extrêmement différentes, et l'usage du même mot pour traiter de réalités différentes n'est pas d'un grand secours pour comprendre le phénomène auquel on a affaire. Et puis le mot est maintenant utilisé par Donald Trump ou par les hommes politiques comme un moyen de discréditer toute information gênante, embarrassante. Donald Trump l'utilise quasiment quotidiennement dans ses tweets. Aujourd'hui encore, après avoir annoncé qu'il retirait ses troupes de Syrie, il a fait un tweet pour dire contrairement à ce que disent les médias fake news, les Russes ne sont pas du tout contents de ma décision, etc. Et 2 heures après, Poutine félicitait Trump d'avoir pris cette décision. Donc on voit bien que ce mot de fake news est à la fois erroné parce qu'il nous permet pas de comprendre, et puis il est devenu Trump a dévoyé ce mot, et aujourd'hui des Philippines au Brésil, tout le monde l'emploie, en passant par Wauquiez ou d'autres, tout le monde l'emploie pour démentir une information embarrassante. La deuxième chose, c'est que on a affaire à quelque chose, à un phénomène qui est à la fois ancien, parce qu'il y a toujours eu de la désinformation, il y a toujours eu de la manipulation, il y a toujours eu de la rumeur. Je pense à la rumeur d'Orléans d'Edgar Morin. Il y a plusieurs décennies de ça, et on peut remonter dans l'histoire très très loin. Et puis on a affaire donc à un phénomène ancien, mais sous des formes et avec des acteurs, comme tu le disais, Nicole, qui sont différents. Et pour montrer ce qui a changé, on peut reprendre un exemple d'un passé qui dira peut-être quelque chose aux plus anciens ici, parce que ça avait été une affaire énorme. C'était il y a 29 ans. Quasiment jour pour jour, puisque c'était juste avant Noël, l'affaire de Timișoara. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici est familier, mais je vois les sourires qui font que ça dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, en tout cas. Et il se trouve que Libération a été un des journaux qui ont plongé dans ce piège de Timișoara, et c'est intéressant de revenir en quelques minutes sur le déroulé. Donc Timișoara en Roumanie, la Roumanie, dernier pays du bloc communiste à résister à la vague post-chute du mur de Berlin. Donc on est en décembre 89. Et tout d'un coup, on apprend qu'il y a un soulèvement de la population dans cette ville de l'ouest de la Roumanie, non loin de la frontière yougoslave. Et la Roumanie est un pays très fermé. Il y a quelques journalistes qui arrivent à entrer, dont un envoyé spécial de Libération. Mais les communications sont très difficiles à l'époque. Et puis, on voit apparaître tout d'un coup des images qui ont été tournées à Timișoara, sur laquelle on voit une série de cadavres allongés par terre, et qui sont les victimes de la répression de Ceausescu. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans le commentaire de ces images. Et petit à petit, dans la journée, l'information enfle, et ça devient un charnier de 4000 cadavres. Et donc tout d'un coup, après cette série de changements de pouvoir à l'Est plutôt pacifique, de la Pologne à la révolution de velours à Prague, etc., on a le carnage de Timișoara. Et donc, on a une journée de folie où tous les médias s'emparent de ce charnier. Ça devient une caisse de résonance sans que personne, évidemment, ne l'ait vu. À Libération, on attend avec impatience le reportage de notre envoyé spécial qu'on ne peut pas contacter. Et dans la soirée, juste avant le bouclage, peut-être une demi-heure avant le bouclage, il passe en Yougoslavie pour téléphoner. Il dicte son article, mais comme la frontière ferme la nuit, il repart aussitôt après avoir dicté son article pour rester en Roumanie pour pouvoir repasser la frontière. Donc on ne peut plus le contacter de nouveau. Son reportage arrive sur le bureau du rédacteur en chef, qui l'attend avec impatience, la tête pleine de ce charnier, et sa première réaction, c'est « le con, il n'a rien vu ». Parce qu'il n'y a pas le charnier dans son article.
Ce journaliste est sur place, il raconte effectivement un soulèvement de la population, comment la ville a basculé du côté des opposants à Ceausescu, et au milieu de l'article, il parle effectivement d'une vingtaine de cadavres qui sont à côté de la morgue, etc. Mais c'est quasiment anecdotique par rapport à l'ampleur de la nouvelle, qui est que le régime est en train de tomber. Et ce rédacteur en chef fait une erreur humaine et déontologique absolument colossale, c'est qu'il rajoute le charnier dans l'article de l'envoyé spécial. Donc sous la signature de quelqu'un qui est sur place, on raconte des choses qu'il n'a pas vues. Ce qui est une monstruosité journalistique dite comme ça, mais mettez-vous dans l'esprit qu'on est à 10 minutes du bouclage, que tout le monde attend l'article sur le charnier, que la une est prête, que les photos sont prêtes, que tout est prêt, il manque plus que l'article, il arrive, il n'y a pas ce qu'on veut, ce qu'on attend, et on le met. C'est une sorte d'engrenage qui explique une catastrophe. Évidemment, le charnier n'a jamais existé et on a su, alors je pense qu'on n'a aucune certitude absolue sur cette affaire, mais en gros c'est une manipulation des services yougoslaves à travers une équipe de télévision qui était sur place pour accélérer la chute de Ceausescu. Et effectivement, ça a marché parce que l'ampleur du scandale de ce charnier, même démenti le lendemain, crée une sorte de sentiment hostile absolument colossal. Cette histoire, elle est exemplaire parce qu'on a à la fois une manipulation d'un service classique, et une erreur humaine qui se base sur c'était crédible. S'il y en avait un qui devait faire un massacre, c'était Ceausescu, c'était le monstre des Carpates, c'était etc. Et donc la rumeur coïncide avec ce qu'on a dans la tête et provoque cette catastrophe. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Parce que là, on est en 1989, on est avant Internet. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est effectivement Internet qui est devenu central dans nos vies et a changé le paradigme. C'est-à-dire que là où effectivement il y avait un rédacteur en chef qui choisissait, qui arbitrait, qui pouvait faire des erreurs comme ça a été le cas, aujourd'hui, tout le monde est acteur de la chaîne de l'information. Tout le monde est à la fois consommateur et producteur dans la mesure où vous mettez un like, vous retweetez, vous partagez avec votre belle-sœur ou avec 10 000 personnes, vous êtes un acteur de la chaîne de l'info, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça, c'est le changement de paradigme qu'a suscité Internet. Et la deuxième chose qui a changé et qui a un impact considérable sur notre situation aujourd'hui, c'est la perte de confiance dans les médias traditionnels. Et d'ailleurs, Timișoara y a contribué à juste titre à l'époque, mais ça fait maintenant 35 ans, 40 ans, je ne sais plus, que la Croix fait chaque année un sondage sur la confiance des citoyens dans les médias, dans les journalistes, et ça fait 40 ans que la courbe descend. D'ailleurs, je ne sais pas s'il reste beaucoup de place pour descendre, mais en tout cas, c'est une descente continue depuis 4 décennies, qui s'est accélérée et qui a pris une nouvelle forme avec l'émergence des réseaux sociaux qui ont offert une alternative. Parce que jusqu'aux réseaux sociaux, vous aviez une sorte de public captif qui était obligé malgré tout d'en passer par les médias pour s'informer. Depuis 10, 12 ans à peu près, vous avez un circuit parallèle, les journalistes ont perdu le monopole de la parole et ça a accentué la perte de crédibilité, qui est un phénomène, je ne sais pas s'il est universel, mais quasiment universel, en tout cas dans les pays où il y a une information libre, et qui permet de nuancer, parce que souvent on a l'impression que c'est un phénomène français, qu'on est très nombriliste en France. Il y a effectivement des caractéristiques françaises à tout ce phénomène, mais il y a un phénomène universel, c'est la même chose, sinon pire, aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Je disais tout à l'heure que le mot fake news recouvrait des réalités différentes et qu'il était trompeur, parce que on parle de choses effectivement assez différentes. Si vous prenez
la campagne électorale américaine qui est aujourd'hui le moment de référence pendant lequel on a pris conscience véritablement de l'ampleur et des mécanismes du phénomène. Vous avez, par exemple, une dimension qu'on a souvent tendance à sous-estimer, mais une dimension économique. Vous avez aujourd'hui un mode de production d'informations, de désinformation ou d'informations extravagantes, fantaisistes ou absurdes, qui a des motivations économiques. Je vous donne un exemple. L'une des informations les plus partagées sur Facebook pendant la campagne américaine disait que Hillary Clinton était soutenue par une secte sataniste. Et ça a été partagé, mais des centaines de milliers de fois sur Facebook. Le New York Times a fait une enquête et remonté jusqu'à la source. Et à leur grande surprise, parce qu'ils s'attendaient à trouver une officine pro-Trump, etc., ils sont tombés sur un étudiant qui avait trouvé un moyen de se faire un peu d'argent et qui a gagné exactement $18 000 en produisant 22 fausses informations pendant la campagne électorale. Il avait créé un faux site qui s'appelait la Vigie chrétienne et il a sorti 22 informations qui étaient toutes du même acabit, c'est-à-dire des choses spectaculaires qui pouvaient accrocher le regard et qui pouvaient susciter le partage. Pourquoi ? Parce que vous gagnez de l'argent sur la publicité, partage des recettes publicitaires avec Facebook, si vous êtes l'auteur de cette information. Cet étudiant avait très bien compris le système et en gros, il s'est payé son trimestre d'université, puisque ça coûte très cher, grâce à ça. Et il était très embarrassé quand le New York Times est venu le voir, parce que il avait peur que ça se retourne contre lui. En fait, il a reçu une offre d'emploi immédiate parce qu'il y a des sociétés qui ont compris qu'il était malin et qu'il avait compris le système. Mais tout ça pour vous dire que cette information qui évidemment a nui à Hillary Clinton et qui était qu'on aurait pu inscrire dans la désinformation pro-Trump n'avait strictement aucune motivation idéologique ou politique. Elle était purement le produit du modèle économique des réseaux sociaux aujourd'hui, du modèle économique d'Internet, qui fait que si vous produisez une information et qu'elle est abondamment partagée, vous gagnez des clopinettes par partage, mais quand vous en avez des centaines de milliers, voire des millions, ça commence à faire une somme, et pour cet étudiant, c'était le cas. Deuxième exemple, vous avez en Macédoine aujourd'hui, en République de Macédoine, ce qu'on appelle des fermes de fausses informations. Et l'histoire est intéressante parce que là aussi vous avez un modèle économique qui s'est mis en place. La Macédoine, à un moment, s'est spécialisée dans les jeux vidéo. Et donc il y a des milliers de personnes qui travaillaient comme sous-traitants des grands producteurs de jeux vidéo dans le monde. Et vous aviez des anciennes usines de l'époque socialiste qui avaient été reconverties avec des batteries d'ordinateurs et des milliers de personnes qui travaillaient pour les jeux vidéo dans le monde entier. Et puis ça s'est effondré, sans doute qu'on a trouvé moins cher ailleurs ou je ne sais pas. Et pour remplacer cette activité des jeux vidéo, il y a un petit malin qui a eu l'idée de produire des fausses informations et donc des robinets entiers de fausses informations. En anglais, donc nous sommes relativement épargnés, mais les gens qui sont allés les visiter disent que devant ces usines, il y a des Mercedes qui sont garés tellement c'est rémunérateur à l'échelle sur laquelle ça se produit. Donc là encore, modèle économique imparable, vous produisez des choses qui sont abondamment partagées dans le monde entier, en anglais c'est aux quatre coins du monde, et vous gagnez de l'argent. Ça c'est la première catégorie qui devrait être facile à contrôler parce que elle devrait être de la responsabilité des plateformes de surveiller ce type d'activité, ce qu'elles ne faisaient pas parce que ça correspondait effectivement à leur modèle économique, parce que là où ces gens gagnent de l'argent, Facebook, Google ou les autres gagnent aussi de l'argent, évidemment, puisque c'est eux qui vendent les publicités. Donc là, il y a quelque chose d'inhérent au modèle économique de ces plateformes. La deuxième chose, c'est la propagation
des rumeurs habituelles, je dirais, qui sont celles de la vie politique, de la vie sociale, comme on les a connues tout le temps, et qui là trouvent effectivement des vecteurs formidables, avec parfois des choses étonnantes. Vous avez par exemple une grande mode qui sont les sites parodiques. En France, vous avez le Gorafi. Ceux qui traînent un peu sur Internet connaîtront sûrement le Gorafi, qui peut être très drôle, parfois moins, mais qui, quand vous allez sur la plateforme du Gorafi, vous savez que déjà le nom, l'anagramme le verlan du Figaro, que c'est un site parodique. Comme il y avait autrefois des journaux qui faisaient de l'humour qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, sauf qu'il fallait les acheter. Là, c'est gratuit. Pendant la campagne électorale française, vous vous souvenez peut-être d'une scène assez incroyable, quand dans l'entre-deux tours, Macron est allé à l'usine à Amiens, oui, c'était... Whirlpool, voilà, exactement. Et donc il est entouré par les ouvriers de Whirlpool, et il y en a un qui lui dit de toute façon, vous voulez pas nous serrer la main. Et alors, les gens de la campagne de Macron ne comprennent pas pourquoi les ouvriers font référence au fait que Macron ne veut pas leur serrer la main. Et on réalise que le Gorafi a fait une parodie quelques semaines plus tôt, quelques jours plus tôt. Macron était allé voir des pêcheurs en Bretagne, et il avait touché du poisson, et il avait été photographié en se lavant les mains après avoir touché du poisson. Et le Gorafi avait repris cette photo en disant Macron se lave les mains après avoir serré la main d'ouvrier. Voilà. Et ce qui était une parodie de l'humour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Mais il se trouve que cette photo et cette légende ont été détournées d'un contexte humoristique et ont été introduits dans un contexte plus sérieux d'information, au point que des ouvriers de Whirlpool soient convaincus qu'effectivement le président se lave les mains après avoir serré la main des ouvriers parce qu'il n'aime pas ça. Et là, on a quelque chose qui n'a pas été conçu, imaginé dans une officine quelconque ou un service secret, mais on est dans les méandres et les rouages de la vie des réseaux sociaux qui fait que régulièrement, vous avez les plus grands éditorialistes de la planète qui tombent dans le panneau d'une information qui sort d'un site parodique. Aux États-Unis, vous avez The Onion qui fait la même chose. Et régulièrement, vous avez un éditorialiste du New York Times qui va fonder un commentaire sur un article de The Onion sans réaliser que c'est une parodie. Vous avez eu la même chose en France. Je crois que c'était un éditorialiste de l'Express qui avait fait tout un éditorial dans la version imprimé de son journal, basé sur une information qui venait du Gorafi. Et donc, à partir du moment où le rédacteur en chef de l'Express ne fait pas la distinction entre le Gorafi et une information fiable, vous imaginez très bien la porte ouverte aux abus que ça peut générer. Ça, c'est la deuxième catégorie qui est, je dirais, presque anodine, même si elle peut faire des dégâts, comme on l'a vu dans cet exemple. Et puis la troisième, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle de la désinformation, et qui est la plus complexe, la plus dangereuse et la plus difficile à parer ou à contrôler, parce que le phénomène d'abord n'est pas bien cerné, on est encore dans quelque chose de relativement nouveau, et qui nous a pris par surprise. 2016, la campagne électorale américaine, le New York Times emploie maintenant une expression en disant c'est le Pearl Harbor des réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est le moment où on se réveille, quoi. Voilà, les Japonais prennent Pearl Harbor et l'Amérique se réveille à la nouvelle réalité. Et là, on a exactement la même chose. Et ce qui se passe, ça fait 2 ans maintenant que Trump a été élu, un peu plus même maintenant, et ça fait 2 ans que la
d'Amérique fait de l'introspection, soit par des commissions d'enquête, soit par des enquêtes journalistiques, soit par des think tanks, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et on ne saura d'ailleurs jamais si ce qui s'est passé a décidé de l'issue de la campagne électorale, et d'une certaine manière, ça importe peu, puisque on ne refera pas le match de 2016. Mais ce qui est certain, c'est que il y a une accumulation aujourd'hui d'éléments et de données sur ce qui s'est passé en 2016 qui montre à quel point il y a eu une absence de vigilance et de compréhension de ce qui était en train de se produire. Cette semaine encore, vous avez 2 rapports qui ont été produits par le Sénat américain qui apportent des éléments particulièrement intéressants, et en particulier l'existence d'une société qui s'appelle la Internet Research Agency, qui était censée être une société privée qui achetait de l'espace publicitaire sur les réseaux sociaux, et dont les enquêtes montrent qu'elle remonte directement aux services russes. Et cette société a inondé, mais véritablement inondé avec des dizaines de millions de messages, tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire pas seulement Facebook, Google ou les plus connus, mais Instagram, qui est le site de partage de photos, des sites de jeux en ligne, parce que vous avez des espaces publicitaires, etc., avec des messages hyper ciblés. Et les exemples qui ont été donnés dans ce rapport sont intéressants, puisque on donnait aux Noirs américains des messages qui indiquaient, qui venaient de sites pseudo-noirs, et qui indiquaient que Hillary Clinton recevait des financements du Ku Klux Klan. Donc vous aviez un travail de sape et de dénigrement systématique et hyper ciblé auprès des gens qui pouvaient être sensibles à ces messages. Pareil, une campagne énorme en direction des évangélistes, public important et qui a joué un grand rôle dans l'élection de Donald Trump, ou auprès du lobby des armes, qui est aussi... Voilà. Et là, on a des techniques qui sont extrêmement pointues. En 2000, dans la première élection d'Obama, on avait été émerveillé par son usage des réseaux sociaux. Et je me souviens que tout le monde avait été envoyé des missions d'enquête aux États-Unis. La Net Squad avait fait un rapport très important, et ensuite avait fait la campagne numérique de Ségolène Royal en utilisant des techniques qui avaient été importées de la campagne d'Obama. Et à l'époque, Obama était le premier à avoir dans son équipe de campagne les ingénieurs de Facebook, enfin des gens qui avaient compris de manière très tôt, puisque c'était eux qui en étaient les inventeurs, la manière de travailler sur Internet. Tout ça se faisait d'une manière extrêmement transparente, puisqu'il s'agissait en gros de demander de faire de la collecte de fonds. Donc, et la campagne d'Obama avait ce site particulier, la première, pas la deuxième, avait ce site particulier qu'elle a été énormément alimentée par des petits dons. La deuxième, ça avait changé, c'était déjà beaucoup plus important. Mais donc, on avait, par ce maillage et par ce ciblage que permet Internet, que permettent les réseaux sociaux, accès aux gens, et aux États-Unis, vous savez, que pâté de maison par pâté de maison, qui vote quoi, qui a un chien et achète des croquettes, qui fréquente le McDo du coin, etc., etc. Enfin, toutes les informations sont disponibles, et ça n'a fait que s'accentuer depuis cette époque. Là où la campagne d'Obama était transparente, elle était technologiquement très avancée, mais elle était transparente, c'est-à-dire que les messages qui étaient envoyés à ces gens étaient signés de la campagne d'Obama, où les demandes de fonds étaient faites au nom de la campagne d'Obama. On est passé à une étape du camouflage, et donc l'utilisation de ce ciblage extrêmement précis, mais sans annoncer la couleur. Et donc,
quand vous avez la possibilité de savoir que la personne ou le groupe à qui vous envoyez ce message est très sensible à ce sujet particulier, vous envoyez un message sur mesure avec l'intention que vous avez derrière. Il y a une affaire énorme qui a éclaté au début de cette année, qui est l'affaire Cambridge Analytica, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui a fait pas mal de bruit. Cambridge Analytica, c'est une société basée au Royaume-Uni et qui avait une apparence tout à fait anodine de vente de conseils en ligne, d'études de marché, d'études politiques, enfin un peu comme pourraient le faire ici des entreprises que nous connaissons qui sont dans le même secteur. Et un professeur lié à Cambridge Analytica a acheté sur Facebook, a déposé sur Facebook en achetant de l'espace publicitaire un sondage très anodin et une étude de comportement, etc., en disant voilà, tous ceux qui rempliront ce sondage gagneront $5. Et il a obtenu des millions de réponses. Donc il a payé $5 à chaque personne, mais il y avait une condition pour avoir les $5, c'est qu'il fallait donner l'accès à son compte Facebook. Et à partir de là, cette Cambridge Analytica a eu accès à toutes les données des personnes qui avaient rempli les formulaires, mais de tout leur réseau d'amis. Et donc chaque personne avait 200, 300 amis, qui eux-mêmes, etc., etc. Et ils se sont retrouvés avec un trésor de guerre de 70 millions de données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Donc non pas avec leur nom et leur adresse, parce que ça ne les intéresse pas, mais avec de quoi organiser ça pour pouvoir cibler des messages. C'est totalement illégal. C'est même illégal par rapport aux règles de Facebook, même si Facebook a été très largement, a été très superficiel et très léger dans cette affaire, parce qu'il n'y a aucun contrôle dans le système de Facebook sur le fait que le professeur faisait effectivement ce qu'il avait dit qu'il faisait et qu'il respectait les engagements qu'il avait pris. Mais ces 70 millions de données personnelles ont servi pendant la campagne électorale, parce qu'il faut savoir que Cambridge Analytica est financé par un milliardaire américain qui s'appelle Robert Mercer, qui est connu dans tous les milieux de l'extrême droite américaine, et qu'au conseil d'administration de Cambridge Analytica, on a un monsieur dont le nom commence à être assez familier, Steve Bannon. Et Steve Bannon, qui vient du site d'extrême droite américain Breitbart News, qui a été le dernier directeur de campagne de Trump, conseiller à la Maison-Blanche, puis viré parce que trop excentrique sans doute, ou trop visible, trop personnel aussi, et qui est aujourd'hui installé à Bruxelles, où il a créé un mouvement dont il dit ouvertement qu'il vise à faire gagner l'extrême droite et les populistes en Europe aujourd'hui. Et il a créé tout un réseau dans lequel il y a la Ligue en Italie, le Rassemblement national en France. Marine Le Pen était avec lui la semaine dernière à Bruxelles. L'AfD en Allemagne. Non, l'AfD a refusé de participer. Le Vlaams Belang aux Pays-Bas. Et il a dit que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, était le modèle de l'avenir. Voilà. Et donc, on voit là quelque chose qui prend forme et qui fait sens. C'est-à-dire que ces techniques qui sont, je dirais, presque banales, c'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui travaille dans ce domaine sait faire, connaît la possibilité qu'on a de cibler. Moi, j'ai un ami qui a créé une newsletter payante. Il recrute tous ses abonnés par Facebook en achetant des publicités qui visent des groupes particuliers. C'est une méthode de marketing aujourd'hui tout à fait banale. Sauf que là,
elle est utilisée à des fins totalement détournées. On n'a pas vu monter ça. Pourquoi ça a été un Pearl Harbor en 2016 ? 2016, c'est tard, c'est tardif. Les réseaux sociaux ont commencé à monter en puissance en 2007, 2008, 2009. Nous, on a créé Rue 89 en 2007, en mai 2007. Et l'histoire est intéressante parce qu'on a vu monter ça et on n'a pas compris. On a été submergé par ce phénomène sans véritablement le comprendre. C'était sans doute trop tôt. Mais notre logique, elle était il se trouve que le point commun des fondateurs de Rue 89, on était 4 anciens journalistes de Libération, c'était qu'on avait été blogueurs sur le site de Libération précédemment. Donc moi j'étais correspondant à Pékin, j'avais un blog sur le site de Libé et il nous est apparu comme une sorte de coup de poing la force de l'interactivité. C'est-à-dire que là où quand vous êtes journaliste dans un journal, c'est moins vrai en région, mais en tout cas dans la presse nationale, le lecteur est une abstraction. Vous n'avez pas de retour du lecteur, ou sinon de temps en temps une lettre, mais ça fait longtemps que plus personne n'écrit des lettres. Et tout d'un coup, vous mettez un article sur votre blog et dans les 40 secondes, vous avez les premiers commentaires. Et parmi ces commentaires, non seulement vous avez des gens qui vous disent leur avis, mais vous avez des gens qui vous apportent des informations parce que eux-mêmes, le sujet que vous avez abordé peut être leur sujet d'expertise, leur sujet de passion, et ils en savent souvent plus que vous. Ils ont été témoins de la scène que vous décrivez. Enfin bref, c'est banal de dire ça aujourd'hui. En 2007, ça ne l'était pas. Et ça a été un choc pour nous. Et le deuxième choc, c'est que il nous était apparu que en participant à cette interaction avec nos lecteurs sur nos blogs, on pouvait rétablir le lien de confiance qui était en train de disparaître avec nos lecteurs. Parce que, vous étiez nécessairement plus transparent sur la manière dont vous produisiez l'information. Parce que les gens vous interrogent sur les cuisines, pourquoi vous avez fait tel article, pourquoi vous n'avez pas dit ça, vous pouvez être transparent sur vos sources. Vous citez un rapport du Congrès américain, vous mettez un lien vers le rapport du Congrès américain pour montrer que la citation que vous avez faite n'est pas sortie de son contexte, que si on veut aller plus loin, on peut, etc. Bref, il y avait énormément d'avantages à avoir ce dialogue avec nos lecteurs. Et on s'est dit, en 2006, quand Libération a plongé dans la crise, on s'est dit, pourquoi ne pas reproduire à l'échelle d'un site d'information l'expérience individuelle qui est celle d'un blogueur. Et on a conçu un site fondé sur cette interactivité, sur cette participation des lecteurs à la fabrique de l'info. On était parti de cette idée qui, là encore, ce que je disais tout à l'heure, est la nouveauté de l'ère des réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tout le monde a la parole. Alors pendant longtemps, les journalistes l'ont très mal vécu parce que nous on a fait des études, on a une carte de presse et de quel droit vous faites de l'information? Non, les journalistes sont tombés de leur tour d'ivoire ou de leur piédestal et l'accès à l'information est ouvert à tous. Ça ne fait pas de tout le monde des journalistes et c'est la nuance qui est importante. Et donc nous on avait décidé d'un concept qui, je pense, a encore du sens aujourd'hui, c'est que peu importe qui produit l'information, que ce soit un journaliste ou un non-journaliste, l'important, c'est que cette information soit validée selon des règles professionnelles et déontologiques qui sont théoriquement celles du journalisme. Et donc, on a conçu ce site comme ça, on avait appelé ça l'info à 3 voix, pour faire travailler ensemble journalistes, experts et internautes. Et le début a été formidable parce que il correspondait à un appétit de participation dans les usagers d'Internet et on a eu énormément de retours. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que Internet deviendrait un champ de bataille. On le sait aujourd'hui, on le vit tous les jours dans la douleur pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce que c'est un véritable champ de bataille. Ça ne l'était pas en 2007 et on a commencé à le vivre dans les commentaires du site, puis ensuite ça a débordé sur les réseaux sociaux. Dans la mesure où
c'est devenu très organisé. C'est-à-dire qu'en gros, les groupes les plus extrémistes qui n'avaient pas accès aux médias dominants ont trouvé que sur Internet, ils avaient la capacité d'avoir une caisse de résonance qu'ils n'avaient pas ailleurs. Et donc, ils ont agi en commando pour détourner le fonctionnement de ces plateformes. C'est ce qu'on a, nous, vécu à notre petite échelle avec des groupes qui pouvaient être, par exemple, vous avez tout ce groupe des gens des conspirationnistes du 11 septembre qui estiment qu'il n'y a jamais eu d'attentat le 11 septembre, que c'est le Mossad ou je ne sais pas qui a qui a fait tomber les tours. Et parfois, vous avez des petits miracles qui se produisent. Un jour, je raconte une anecdote parce que ça montre comment tout ça se passe sur Internet aussi. Il y a à Pékin, moi je m'intéresse beaucoup à la Chine, à Pékin, la tour qui était quasiment achevée de la télévision. Pour ceux qui sont allés à Pékin, c'est un des plus grands immeubles de Pékin aujourd'hui. La nouvelle tour de la télévision brûle parce que on tire des feux d'artifice pour le nouvel an chinois du sommet de la tour et ça met le feu au chantier. Et donc ça devient un phénomène sur l'internet chinois où les gens s'amusent à rajouter des dragons, etc. Enfin bref, c'était un phénomène internet assez classique et assez drôle. Et tout d'un coup, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit ah ben c'est bizarre, la tour de Pékin, elle tombe pas, alors que celle de New York, elle est tombée en 5 minutes. Alors évidemment, moi, je n'avais pas de réponse à ce phénomène, et au bout d'une heure arrive une réponse à ce commentaire d'un ingénieur français qui participait à la construction de la tour de Pékin, qui voit passer le commentaire et qui explique par des données techniques en quoi les méthodes de construction des deux tours ne sont pas les mêmes et pourquoi il y en a une qui est tombée et pas l'autre. Et là, nous, on était très contents parce qu'on s'est dit, voilà, c'est le côté vertueux d'Internet. Il y a le poison et il y a l'antidote. Et donc, on s'était dit, la partie est gagnée parce que là où nous n'avons pas nécessairement l'expertise viendra. Et ensuite, ça a donné le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des informations. Plus il y a eu de contestations, de fausses informations qui ont commencé à circuler, tout le monde s'est dit, bah, c'est pas compliqué, on nous dit ça, et ben on va apporter la preuve avec des sources, etc. Et je me souviens que pendant la campagne de 2012, on avait été alerté par de nombreux lecteurs qui nous parlaient d'une information qui circulait beaucoup sur Facebook et que quelqu'un avait fait des comptes en disant mais en France il suffit d'accumuler les minima sociaux, les allocations, etc. et on vit mieux que si on travaille, etc. Il y avait des additions, des soustractions, etc. Et évidemment c'était partagé des centaines de milliers de fois. Et donc on a fait travailler quelqu'un pendant 3 jours qui a vérifié avec l'INSEE, les différents économistes, etc., avec des sources, et évidemment c'était faux, et notre contre-information avait été, elle aussi, partagée des centaines de milliers de fois. Donc on pensait qu'il y avait quelque chose de vertueux qui était en train de se passer. Puis Le Monde a créé les décodeurs, Libération a créé son service de fact-checking. C'est une mode qui a démarré aux États-Unis. Il y a un site qui s'appelle PolitiFact, qui est une énorme machine qui fait du fact-checking. Et je me souviens qu'une journaliste, la responsable du numérique au Washington Post était venue en France, elle avait participé à une conférence et elle avait expliqué qu'il travaillait, il mettait beaucoup d'argent pour essayer de travailler sur un outil de fact-checking en temps réel. Et c'était parti de la campagne, vous vous souvenez de Sarah Palin, la candidate vice-présidente aux États-Unis qui accumulait voilà, qui était un peu caricaturale. Et un jour, elle faisait un meeting dans un terrain vague ou dans un champ, et le journaliste du Washington Post, qui était au milieu de la foule, parlait à cette responsable du Washington Post et lui disait, mais elle dit un mensonge par phrase. Si les gens qui sont là pouvaient avoir sur leur téléphone portable en permanence une alerte chaque mensonge en disant faux ou vrai sur chaque fait qu'elle avance, ça serait formidable. Et ça leur a donné l'idée de faire cet outil. Donc l'idée, c'était de rentrer dans une base de données tout ce qui est vérifiable
Voilà, si quelqu'un dit j'ai créé tant d'emplois au cours de l'année écoulée, il y a des statistiques. Vous n'avez pas besoin de le salaire minimum est à tant de personnes y sont. Voilà, enfin, tout ce qui est données vérifiables, quantifiables. Et elle nous disait, pour la campagne de 2016, on sera prêt avec cet outil et il ne pourra pas y avoir de mensonges. Bon, on connaît le résultat, c'est que ça a été la campagne où il y a eu le plus grand nombre de mensonges proférés. L'outil du Washington Post n'a jamais vu le jour et la frontière entre le mensonge et la vérité s'est à ce point estompée que l'équipe de Trump parle maintenant de faits alternatifs, de post-vérité, etc. Donc, le fact-checking a été un élément de réponse à un moment et moi je pense que le fact-checking est absolument indispensable et on voit aujourd'hui le rôle que la bataille que mènent un certain nombre de médias dont l'AFP qui a mis des gros moyens depuis un an pour à l'échelle internationale dans plusieurs langues faire du fact-checking et c'est absolument nécessaire. Le Monde, Libération, tout le monde fait ça aujourd'hui, mais il y a une limite à ce que peut faire le fact-checking, c'est-à-dire que si vous ne croyez pas le Monde, vous n'allez pas croire le fact-checking du Monde. Et c'est la limite de l'exercice, c'est-à-dire que la frange de la population qui est assez importante, qui ne croit pas ou qui ne croit plus les médias traditionnels, ne va pas croire le fact-checking produit par ces mêmes médias. Samuel Laurent, qui est le journaliste qui s'occupe des décodeurs au Monde, qui est un croisé du fact-checking sur Internet, qui d'ailleurs bataille énormément sur les réseaux sociaux et en souffre souvent personnellement, m'avait raconté que lorsqu'il y a eu l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, de campagnes hostiles, etc. Et donc le Monde a décidé de faire un espace dédié à cette affaire en essayant de donner tous les éléments factuels, vérifiables, le nombre d'accidents, les raisons qui poussent à augmenter le nombre de vaccins, toutes les données statistiques, médicales, etc., les avis des plus grands experts et tout ça. Et il me disait qu'au bout du compte, il était bien obligé lui-même de reconnaître que, sans doute, avait-il empêché un certain nombre de lecteurs du Monde qui doutaient de tomber dans les anti-vaccins parce qu'ils étaient voilà, c'était des lecteurs du Monde qui acceptaient que les données étaient imparables, mais que les gens qui ne croyaient pas le Monde ou d'autres médias traditionnels et qui étaient sujets à ces campagnes sur la vaccination n'étaient pas du tout perméables à ces données et à ces démentis des journalistes du Monde. Et donc il avait l'impression de décoper une barque qui prenait l'eau sans avoir la possibilité d'aller à la racine du mal, qui serait d'arrêter la fuite. Je disais tout à l'heure, il y a la perte de crédibilité, des médias. Je pense que c'est un enjeu absolument fondamental. Et je pense qu'il faut s'arrêter 2 minutes, pas plus, sur ce sujet. Mais parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons à cette perte de crédibilité. D'abord, il faut savoir, et ça, souvent, on pense que les journalistes ont un réflexe corporatiste de défense de leur profession. Il n'y a pas plus sévère avec la profession que les journalistes eux-mêmes. À l'intérieur des journaux, vous avez de véritables débats. Vous avez aussi un phénomène qui a beaucoup monté ces dernières années, qui est le phénomène des sociétés de journalistes. Vous avez à l'intérieur des entreprises de presse, traditionnellement, vous avez des syndicats, etc., mais qui ne sont pas là pour veiller au respect des règles éthiques ou professionnelles. Les sociétés de journalistes sont un phénomène qui est apparu depuis 10-15 ans maximum et qui structure aujourd'hui la profession, qui se coordonne, etc., et dont la fonction, c'est justement de veiller à ces règles. Lorsque le Figaro ne rapporte pas
la mise en examen de Serge Dassault, qui est dans tous les journaux et que c'est pas dans le Figaro, la dénonciation de ce manquement éthique de la part du Figaro, elle vient de la Société des journalistes du Figaro, elle vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, de journalistes qui se battent au quotidien pour faire respecter ces règles. Ça n'est pas assez connu et ça n'est pas indifférent. En revanche, ce qui est vrai, et je pense que ça joue énormément dans le sentiment d'éloignement qu'on voit en ce moment, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que le recrutement des journalistes depuis 30 ans a changé en France. C'est-à-dire qu'on a professionnaliser cette profession. Aujourd'hui, une immense majorité des journalistes passent par des écoles de journalistes. Moi, je suis rentré dans une école de journalistes, j'avais seulement le bac. À l'époque, avec le bac, on pouvait passer le concours d'entrée. Aujourd'hui, il faut bac plus 3. Et la plupart des gens font Sciences Po ou voilà. Et donc vous avez une sorte d'harmonisation ou de banalisation du profil des nouveaux journalistes qui est paradoxal. C'est que vous avez à la fois un niveau d'éducation, un niveau d'expertise, un niveau de formation intellectuelle qui est beaucoup plus élevé qu'il y a 30, 40 ou 50 ans où on démarrait à 16 ans en allant porter les journaux et puis on terminait grand reporter. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc vous avez une meilleure formation, mais vous avez une banalisation des profils, qu'on soit au Figaro, à Libération ou ailleurs. On sort quasiment du même moule. Et ce moule explique en partie le regard qui a été porté sur cette profession élitiste et en gros passer du côté des puissants parce que sortant des mêmes écoles ou des mêmes milieux sociaux, etc. Je pense que c'est un phénomène qui fait que les journalistes ont été aussi surpris que les hommes politiques ou les syndicalistes ou les Parisiens par l'émergence des Gilets jaunes. Moi, je peux vous raconter dans les rédactions que je fréquente, et je pense que tous les gens à Paris se sont fait la même réflexion, mais quand il y a eu ce mouvement de protestation contre la baisse de la vitesse à 80 à l'heure sur les petites routes, on s'est tous dit, mais c'est quoi ces beaufs qui veulent foncer sur les petites routes, soyons clairs. Et on n'a pas compris que la voiture était au cœur de la vie des gens qui habitent à la périphérie, que ce soit pour travailler, pour aller chercher leurs enfants ou aller dans les services publics qui sont de plus en plus éloignés. Bref, il y a cet éloignement et cette absence de visibilité. Moi, je suis très ami avec Florence Aubenas qui a travaillé avec moi à Libération et qui avait fait le quai des Ouistreham il y a quelques années, qui avait été voir ce qu'on appelait à l'époque déjà les invisibles, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur place dans les médias, qu'on ne voit pas passer, qu'on ne voit pas à la télévision ou dans les journaux. Elle a refait ça il y a quelques jours, vous l'avez sans doute vu, à la une du Monde sur le peuple des ronds-points. Voilà. Et je pense que là, on a quelque chose qui nous interpelle, comme on dit, parce que et qui explique qu'une partie du public ne se reconnaisse pas dans l'univers des médias. Après, il y a tous les fantasmes qui se sont greffés, qui ont toujours une part de vérité. Oui, il y a 10 milliardaires qui contrôlent la presse. Non, ça ne veut pas dire que les journalistes du Monde reçoivent un coup de fil de Xavier Niel le matin, ou ceux de Libération de Patrick Drahi. Ça ne se passe pas comme ça dans les rédactions. Il y a un pluralisme de la presse en France. Il y a les moyens de trouver tout et la contradiction du tout, ne serait-ce que, je ne sais pas, mais Mediapart est un média aujourd'hui qui a 150 000 abonnés et qui ne peut pas être mis dans le même sac que le Figaro ou même Le Monde dont est issu Edoui Plenel. Donc il y a une part d'amalgame qui est fait dans cette diabolisation des médias qui s'appuie sur des éléments véritables et qui sert aussi à délégitimer
et c'est ce qu'on voit aux États-Unis aussi, qui sert à délégitimer un pilier de l'information qui est aujourd'hui véritablement en danger, économiquement parce que son modèle s'est écroulé et qu'il est en train d'en chercher un autre, mais aussi sur le plan de sa légitimité aux yeux des lecteurs. Et pourtant, quand vous voyez des opérations comme les Panama Papers, par exemple, ou des opérations de journalisme collaboratif qui sont un phénomène nouveau des dernières années, les Panama Papers ou les LuxLeaks, ou enfin il y a eu 4-5 opérations ces dernières années, où des journaux du monde entier, je crois qu'il y a 120 pays concernés, se mettent ensemble pour traiter de masse de données absolument colossales. Quand vous avez un lanceur d'alerte dans un paradis fiscal qui balance des millions de documents, vous avez 200 journalistes qui travaillent ensemble pendant un an pour arriver à en sortir des éléments qui sont vitaux dans notre société. De quoi s'agit-il? De l'évasion fiscale, c'est-à-dire d'un cancer de nos sociétés qui est au cœur aussi de la crise actuelle. Donc ça, c'est un travail que seules des rédactions professionnelles, équipées, solides, ayant des gens capables de faire, peuvent assurer aujourd'hui. Mais ça n'est pas... il me reste que quelques minutes pour parler... Oui, mais... j'avais toute une partie sur les solutions, donc ça va être court, et ça tombe bien, il n'y en a pas, et ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a deux pièges dans cette situation. Le premier, c'est de se dire, ok, on va convoquer les patrons de Facebook, Google, etc., et on va leur dire, maintenant vous avez intérêt à contrôler ce qui se passe chez vous, et on les laisse faire de l'autorégulation. Je pense que ces gens ont perdu toute crédibilité et ça serait une erreur absolue de leur faire confiance sur la capacité de s'autoréguler, avec en plus un danger. Moi, j'ai aucune envie que Mark Zuckerberg devienne le rédacteur en chef de la planète, c'est-à-dire que ce soit lui qui décide le vrai du faux. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a aussi des sensibilités ou des traditions ou des univers culturels qui s'opposent. Lorsque on les a vus d'ailleurs ces dernières années, en France par exemple, ou en Europe d'ailleurs, dans toute l'Europe, il est interdit de faire l'apologie du nazisme. Ça nous semble banal. Aux États-Unis, c'est pas interdit. Il y avait eu un problème avec eBay. Il y avait eu une vente aux enchères dans laquelle il y avait des objets nazis. Et en France, il y avait eu une plainte en justice pour que cette vente ne soit pas accessible au public français. Et donc les Américains étaient choqués en disant c'est scandaleux, les Français qui veulent bloquer Internet, etc. Le tribunal a tranché et eBay a été obligé de bloquer l'espace français parce qu'en France, on ne peut pas faire l'apologie du nazisme. Aux États-Unis, vous avez le premier amendement, la liberté absolue, et les nazis défilent avec des croix gammées dans la rue, puisque c'est ce qui s'est passé à Charlottesville il y a un an aux États-Unis. Donc ça, Zuckerberg, il fait quoi? Il s'adapte il nous impose les normes américaines ou il s'adapte aux lois nationales? Enfin, c'est quelque chose d'infernal. Il a mis en place, vous avez peut-être vu ce documentaire qui est passé sur Arte qui s'appelle Les nettoyeurs du web, il y a 2 mois, je crois. Et Zuckerberg, donc Facebook, a mis en place une unité pour vérifier les fake news, etc. Et ce sont des Philippins qui font ça. Donc ça se passe aux Philippines. Et vous avez des gens qui sont formés, on leur donne des codes à suivre, à respecter, etc. Mais qui sont censés apprécier si une image caricaturant Trump qui va être vue par un public américain est acceptable ou pas, si un nu est acceptable ou pas, si ou là récemment par exemple il y a eu un article du New York Times qui était illustré par une photo d'enfants du Yémen qui était en train de mourir, donc qui était absolument terrible, et ça a été censuré sur Facebook parce que c'était un enfant nu. Voilà. Et donc là, vous êtes dans l'absurdité totale. Donc première option, laisser faire les plateformes, non. Deuxième option, laisser faire les gouvernements. Moi, je dis non aussi parce que ils ont toujours une guerre de retard sur ce qu'il faut faire. Deuxièmement, il y a la tentation d'aller trop loin.
c'est-à-dire du contrôle. Si vous leur donnez la possibilité, ils vont la prendre. Et 3, il y a un problème de transparence là aussi qui est pas facile à faire respecter. On a un exemple, on a 2 lois qui ont été prises, l'une en Allemagne l'année dernière, une en France qui n'a pas encore été appliquée puisqu'elle vient seulement d'être votée. Et ce sont 2 lois qui vont dans des directions opposées. La loi allemande, elle est sur la haine sur Internet, plus que sur les fausses informations. La loi française, elle est sur les fausses informations. Et la loi allemande est déjà en faillite, c'est-à-dire que tout le monde en Allemagne, y compris le ministère de la Justice, a compris qu'elle ne fonctionne pas parce qu'elle est inapplicable. Ou alors il faudrait une usine à gaz de milliers et de milliers de personnes pour vérifier chaque post sur les réseaux sociaux. C'est absolument infernal. La loi française, elle a 2 volets. Le premier répond à une partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la transparence en période électorale sur les contenus sponsorisés sur Internet. Donc, le cas de figure que je donnais tout à l'heure, donc une société anodine qui achète des contenus sur Facebook, qui vous envoie des messages chez vous, mais vous ne savez pas que ça a été acheté par des Russes, ou par des Américains d'ailleurs, ou par des Nord-Coréens, ou par qui vous voulez, mais peu importe, en tout cas que vous ne sachiez pas le véritable commanditaire de cette publicité politique en période électorale, ça sera interdit. Cet aspect-là, il me semble, l'État, à mon avis, est dans son rôle, qui est d'assurer la transparence en période électorale sur tous les supports. Le deuxième volet est beaucoup plus controversé, et ce que j'entends, moi, du ministère de la Culture et de l'Information aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes reconnaissent, avant même de l'avoir mise en vigueur, qu'elle ne tient pas la route, qui est la saisie d'un juge qui a 48 heures pour trancher sur une fausse information. Moi, j'ai eu 17 procès en diffamation dans ma vie de directeur de la publication de Rue 89. On en a gagné 16 sur 17. Je peux vous dire que c'est des procédures, mais hyper complexes, qui durent des mois, avec la nécessité d'apporter des preuves, des témoins. Les juges travaillent pendant... Mais c'est une mécanique, si on veut rendre la justice de manière professionnelle, c'est une mécanique très lourde. Et donc penser qu'un juge pourra trancher en 48 heures, c'est une illusion. Et une loi qui n'est pas applicable est contre-productive parce que les gens pourront dire « Ah ben ça n'a pas été interdit par le juge, donc c'est vrai ». Et donc là, il y a quelque chose d'absurde et je pense que cette loi sera révisée à la première occasion. La Commission européenne est aussi active et je pense que c'est le bon niveau d'ailleurs pour traiter de ce sujet, de la même manière que récemment la Commission a édicté des règles sur la protection des données personnelles qui ont eu un impact à l'échelle mondiale et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut être efficace et qu'on peut avoir le bon rapport de force en plus avec les plateformes. Mais jusqu'à présent, elle a fait signer aux grandes plateformes un code de conduite. Voilà. Donc on est dans quelque chose qui est totalement insuffisant. Il y a une troisième voie qui est dans l'air et qui est en train d'être travaillée. Voilà. Moi, je suis donc président de Reporters sans frontières et on a fait des propositions qu'on est en train de mettre en œuvre de manière expérimentale, qui est l'idée, mais qui est une idée ambiguë et qui est compliquée à définir, qui est l'idée de créer une sorte de norme du journalisme de qualité ou de l'information de qualité. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a une norme ISO pour l'électricité ou le béton ou l'environnement d'ailleurs, donc des choses aussi qui peuvent être moins quantifiables, il pourrait y avoir une norme de l'information de qualité basée sur un certain nombre de critères, la vérification de l'information, la transparence sur le capital d'un média, la possibilité de faire valoir la contradiction si on est mis en cause, s'il y a une information avec laquelle on n'est pas d'accord, enfin un certain nombre de choses, de critères qui permettraient de labelliser des gens qui répondent à ces critères en respectant le pluralisme et sans s'occuper de leurs options politiques, c'est pas la question, et d'en faire non pas de pas faire des listes noires de sites interdits, mais de faire des listes blanches de sites valorisés. Aujourd'hui,
vous allez sur Google, vous faites une recherche sur Google, et vous voyez apparaître, moi j'ai fait une recherche l'autre jour sur Idlib. Idlib, c'est cette enclave, cette zone du nord de la Syrie, qui est la dernière poche tenue par les rebelles, la Russie veut attaquer. Bon, vous faites une recherche sur Idlib sur Google, vous tapez Idlib. Quand j'ai fait la recherche, il y avait Le Monde et 4 sites russes, Sputnik et Russia Today sur 4 informations. Donc 4 sur 5 qui viennent d'une des parties au conflit et qui ne sont pas dans l'univers français les gens qui pèsent le plus lourd, puisque théoriquement les recherches sont en fonction du poids dans l'algorithme que vont avoir les médias en fonction de leur taille réelle. Vous n'allez pas me dire que Sputnik pèse plus lourd que le Figaro, donc c'est que Sputnik est mieux optimisé, comme on dit, c'est-à-dire c'est profiter a compris comment ça marchait pour être mis en avant. L'idée, c'est que au moins les premières recherches mettent en avant les gens qui sont labellisés, c'est-à-dire les gens qui donnent des garanties de fonctionnement et de respect d'un certain nombre de règles professionnelles et éthiques. C'est ambigu parce que ceux qui contestent les médias vont dire mais vous faites de la censure, etc. L'idée c'est de supprimer aucun contenu, mais de mettre en avant, de valoriser la vertu, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, comme j'expliquais tout à l'heure, vous faites du trash, vous faites du spectaculaire et de l'extravagant. La qualité n'est pas valorisée par le modèle économique actuel d'Internet. L'idée, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire d'amorcer la pompe dans l'autre sens et de faire que ça paye d'être vertueux. Voilà. C'est un pari sur l'intelligence qui me semble nécessaire. Et je voudrais juste terminer par... Non, c'est fini. Si. C'est moins 20. Si. Je voudrais juste terminer par une citation d'Hannah Arendt. Ça fait très chic de citer Hannah Arendt, mais en l'occurrence, elle a dit quelque chose bien avant Internet qui me semble tellement lumineux par rapport à ce que nous vivons que je ne peux pas résister. Elle dit « Un peuple qui ne peut plus croire en rien ne peut se faire une opinion. Il est ainsi privé non seulement de sa capacité à agir, mais aussi à penser et à décider. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'est pas en train de nous vendre un modèle alternatif ou c'est pas choc contre choc comme à l'époque des chocs idéologiques. C'est le règne. On introduit de la confusion, on casse et on délégitime certains des piliers de notre fonctionnement. L'information en est un, et lorsque le règne de la confusion sera bien installé et on n'en est pas très loin, on pourra faire ce qu'on voudra de notre peuple. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir pris un peu plus de temps que normal, parce que je crois que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé ici et qui effectivement touche à beaucoup de choses, pas simplement la vérité de l'information, mais l'avenir de nos sociétés. Moi, ce qui me frappe, c'est un premier commentaire, ce qui me frappe dans toutes ces histoires, c'est à quel point le vrai n'existe pas. C'est-à-dire n'importe quoi est pensable. Et les gens peuvent croire n'importe quoi. Il y a une relativité du vrai et du faux. Par exemple, que des gens aient pu penser que le gouvernement avait fait l'attentat à Strasbourg le week-end dernier parce que ça lui permettait de ne pas avoir les gilets jaunes à Paris le samedi. Mais pourquoi pas, n'importe quoi devient possible. Et ça me paraît un problème bien plus grave que celui de l'information. C'est vraiment un problème de nos repères sociaux, de nos repères éthiques. Et je crois que c'est l'extrapolation extrême de notre société où l'individu est le maître du monde. Et donc, l'individu peut croire ce qu'il veut, n'importe où. Il n'y a pas de réponse à ça, mais je trouve que c'est une interrogation qui va bien au-delà. Et c'est un peu là-dessus, d'ailleurs, que tu concluais. Moi, j'ai une première question, c'est simplement parce que j'ai vu, à ma grande surprise, que la semaine dernière, le Conseil européen du 13 et 14 décembre, pour la première fois, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est pour la première fois, les 27 chefs d'État et de gouvernement, dans leurs conclusions
conclusions du Conseil européen ont fait un point sur la désinformation dans la partie qui concerne la sécurité de l'Europe. Et ils disent « La propagation de la désinformation délibérée, systématique et à grande échelle, y compris en tant qu'élément de la guerre hybride, constitue un défi stratégique majeur pour nos systèmes démocratiques. » Et donc, il demande un rapport à la Commission, etc. Donc, j'ai été à la fois très étonnée de voir que les chefs d'État prenaient cette chose au sérieux, et en même temps, je pense qu'ils le réduisent énormément. C'est-à-dire que pour le Conseil européen, la désinformation, c'est, entre guillemets, une affaire russe. Et moi, ma question est, est-ce que ça n'est pas dangereux, même si, pour l'instant, on a des forts soupçons sur l'activité russe, notamment lors de la campagne électorale américaine. Peut-être qu'il y aura des fortes activités russes dans la campagne électorale européenne à venir. Ça, je pense que Steve Bannon, d'ailleurs, le dit. Son mouvement, qui s'appelle Le Mouvement, dépense des millions de dollars pour aider les mouvements populistes à gagner les élections et avoir sinon la majorité, une grosse minorité au Parlement européen. Mais ma question est, est-ce que c'est pas dangereux de réduire ces phénomènes à une affaire de, comment dire, d'affrontement avec la Russie, ce qui laisserait passer toute la partie vraiment politique intérieure, de dérapage de nos systèmes sociaux qui est en jeu. Autrement dit, oui, ça n'est pas une question de sécurité et de défense, ou pas seulement. Or, de gouvernement, oui, je dirais pas seulement, parce que effectivement, il y a une task force qui a été constituée à Bruxelles par rapport aux élections européennes. Donc, pour essayer à la fois de surveiller, de repérer ce qui peut l'être, et d'essayer de voir quels garde-fous peuvent être mis pour éviter que ces élections soient influencées. Le problème, c'est que ces chefs d'État et de gouvernement savent que s'ils peuvent peser effectivement sur la dimension sécuritaire, où effectivement on peut déceler des mouvements. Maintenant, maintenant qu'on est prévenu, Pearl Harbor, ça marche qu'une fois. La deuxième fois, on surveille. Donc, ils peuvent effectivement avoir une réponse sécuritaire. Ils n'ont pas aujourd'hui la réponse sur la perte de confiance, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la perte de confiance dans le système d'information. Et Steve Bannon, c'est le magicien qui est en train de semer cette confusion. Steve Bannon, son but, c'est moins parce que si c'était simplement de faire élire Marine Le Pen ou etc., ça serait plus simple, parce que tout ça serait transparent et serait visible. C'est ce que j'ai raconté sur Obama en 2006, c'est-à-dire le 2008, l'utilisation judicieuse de la technologie. Ce qu'il fait, c'est véritablement introduire de la confusion et de la perte de sens et de repères dans nos sociétés. Et là, je ne suis pas sûr que le Conseil européen soit le bon endroit pour en parler, et en particulier parce qu'ils n'ont pas les réponses. Et je pense qu'on est encore au début non seulement de la prise de conscience, mais de la réflexion sur ces sujets. Alors, on va commencer le débat. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vous demande, si vous avez soit des commentaires, soit des questions, d'être bref, et on va en prendre 3 pour commencer. Monsieur là, monsieur là-haut et madame. Ça fait les 3 premiers. Oui, 1, 2, 3. Oui, j'ai deux petits exemples courts à vous soumettre pour avoir votre avis. Il y a un de vos confrères, avant 20h, quand Macron allait faire son discours le 10 Parlez décembre. Bien, parce que moi, j'entends pas. Voilà. Pardon, je recommence ? Non, c'est bon. C'est bon. Il y a un de vos confrères qui a publié avant 20h, avant le discours de Macron lundi, un vrai faux discours de Macron. Daniel Steinerman. Oui, j'allais le citer, mais vous l'avez fait avant moi, c'est très bien. Alors, j'allais vous demander, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'il est membre de votre association et est-ce que vous allez le virer ? Ça, c'est une question. Et la deuxième, très très vite, le président de la République a utilisé dans ses discours contre la pollution qu'il y avait 40 000 morts en France dus à la pollution. Alors, il a repris un chiffre qui circule et qui n'existe pas.
même le président de la République, enfin, sauf si vous me dites que c'est un chiffre faux, qui est repris par le président de la République. Vous voyez jusqu'où on va? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Merci, monsieur. Alors, tu peux répondre. Je réponds. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la première anecdote, donc Daniel Schneiderman dirige un site qui s'appelle Arrêt sur Image. Vous le connaissez peut-être, il avait une émission de télévision autrefois. C'est un site de critique des médias. Donc Daniel Schneiderman est quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement des médias. Et il s'est livré à un exercice qui est habituel, parodique, en inventant le discours qu'aurait dû prononcer, selon lui, le président de la République. Sauf que Daniel Schneiderman aurait dû savoir mieux que quiconque que la parodie peut être prise au premier degré, et beaucoup de gens, alors qu'il fallait arriver jusqu'au bout de l'article pour comprendre que c'était le discours qu'il devrait, dans un monde idéal, prononcer, beaucoup de gens, des dizaines de milliers de personnes l'ont lu et partagé en pensant que c'était le vrai discours et qu'il avait eu un scoop. Et là, je pense qu'il a fait une erreur, il ne veut pas le reconnaître aujourd'hui parce qu'il est trop fier et que effectivement, si on lisait son article dans le cadre de son site, c'était clair que c'était PCC Emmanuel Macron, mais c'était pas le discours. En revanche, la plupart des gens l'ont lu sans aller jusqu'au bout, et voilà, il aurait dû mettre des warnings au-dessus des lumières clignotantes pour montrer que c'était faux, mais il perdait tout l'effet de sa tentative. C'est pas très grave, mais je pense que on joue pas à ça aujourd'hui. Voilà, il y a un problème de crédibilité. On joue pas à ça. Il aurait pas dû. Bon, la deuxième, je ne peux pas, je peux pas vous garantir ce chiffre d'où il sort, etc. Mais c'est une bonne question. Je sais qu'il y a un fact-checker de l'AFP qui est dans la salle. Ça pourrait faire un bon fact-checking dans les prochains jours. Je pense qu'il n'y a pas un seul homme politique aujourd'hui qui soit immunisé contre les fausses informations. Vous savez, quand Emmanuel Macron lui-même, quand il était un peu acculé au moment de l'affaire Benalla cet été, sa première réaction, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons aujourd'hui des médias en France qui ne cherchent plus la vérité. Ouais, ça a été sa phrase. Je pense que c'est une erreur d'avoir dit une chose pareille pour un président de la République. Et voilà, je pense que c'est devenu, et peut-être que c'est Trump qui a ouvert la voie, c'est devenu un réflexe de défausse trop facile. Je suis dans l'embarras, je suis dans une situation machin. C'est les médias qui racontent n'importe quoi. Voilà. On me demande de prendre la parole, monsieur. Que soit assuré le respect que j'ai pour vous et pour Madame Nessotto, mais je ne pense pas, et c'est ma question, que Pearl Harbor soit déjà arrivé. Il est arrivé lorsque Gutenberg a commencé à écrire. L'Église catholique n'aurait pas été démolie par les protestants si on ne pouvait pas lire la Bible par soi-même. Le fait de pouvoir lire individuellement a changé complètement le contexte de ce XVe siècle, XVIe siècle. Au jour d'aujourd'hui, et là je vais citer Monterland, malheur à la ville dont le prince est un enfant, je rejoins Madame Nessotto dans la sidération. Vous êtes tous des enfants, vous qui nous gouvernez. Vous qui avez un pouvoir énorme, mais sans contre-pouvoir, vous n'avez pas d'ordre. Et vous avez vu que vous perdiez la faveur du public, et vous essayez de nous dire que c'est vous qui allez faire des cross-checking et autre chose. L'affaire est d'une toute autre ampleur. Et quand vous nous dites que à Bruxelles, nos chefs d'État l'ont évoqué, grand Dieu, qu'ils l'évoquent. Vous avez une question, monsieur? Eh bien, que je pense que l'affaire est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui et qu'elle n'en est pas à ces petites mesurettes que vous êtes en train, monsieur, de nous expliquer. Voilà, je trouve que ce sont des mesurettes. Enfin, moi, je préfère des mesurettes vertueuses qu'une censure brutale. Oui, merci Monsieur Aski, vous avez fait un grand panorama qui vraiment est passionnant. Je reste avec un angle mort cependant, parce que j'ai la sensation
que de plus en plus, les gens recherchent moins l'information que la validation de leurs croyances. Vous disiez, madame, la vérité, le faux, mais c'est aussi la vérité contre les croyances. Et c'est, je crois, ce qu'on appelle des bulles cognitives. C'est-à-dire que les gens cherchent à valider ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils croient déjà vrai, et ils communiquent avec les gens qui sont a priori déjà d'accord avec eux. Et donc, est-ce que vous avez des épingles pour faire éclater ces bulles cognitives, parce que c'est quand même un problème qui, moi, me préoccupe énormément. Oui. En fait, les deux questions sont reliées, c'est-à-dire que la technologie a effectivement changé la donne. Et de même que l'imprimerie a bouleversé son époque et jusqu'à aujourd'hui. Et on a aujourd'hui affaire à quelque chose qui change le paradigme, c'est-à-dire que les bulles cognitives dont vous parlez, elles sont le produit de quelque chose qui était à l'époque initialement vertueux, qui était l'idée de rapprocher les gens qui partagent des centres d'intérêt. Facebook s'est basé là-dessus. C'était au début sur les campus américains, puis ça s'est répandu. Maintenant, c'est 2 milliards d'utilisateurs. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Et le but des algorithmes de Facebook, c'est de rapprocher des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Sauf que ça s'est transformé en des murailles autour de nous qui nous rendent imperméables à d'autres idées ou d'autres préoccupations. Bon, il y a un mot que j'adore, c'est le mot de sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et c'est le contraire de la bulle cognitive, c'est-à-dire c'est d'aller... voilà, c'était le propre d'un journal. Vous achetiez un journal parce que vous vouliez le résultat du foot ou le cours de la bourse. Vous tourniez une page, vous tombiez sur un reportage sur la culture des petits pois en Argentine, sujet auquel vous ne vous étiez jamais intéressé et qui va vous changer votre vie parce que tout d'un coup, il vous ouvre des horizons auxquels vous n'aviez pas pensé. Ça, les journaux étaient conçus comme ça. Internet a le paradoxe d'avoir ouvert à des masses de savoir, d'informations, de connaissances illimitées, puisque vous avez en gros l'encyclopédie Britannica puissance 10 en permanence remise à jour, etc. Et pourtant, ça nous a réduit notre univers en nous enfermant dans ces bulles qui sont des bulles agréables puisqu'on est en présence de gens qui pensent comme nous et et avec lesquels on peut échanger, etc. Et donc c'est un des grands paradoxes de notre époque et je pense que ça une bonne partie de la réponse. Monsieur parle de mesurette, effectivement, on est dans l'expérimentation aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle qui va nous tomber du ciel, sauf à vouloir faire comme la Chine et à contrôler à 100% l'information et ce que les gens ont dans la tête. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui rêve d'une société pareille. La solution, elle passe dans le plus long terme aussi par l'école. J'ai pas parlé de l'éducation aux médias, mais je pense que c'est un chantier absolument colossal qui a été engagé depuis... Alors, l'éducation aux médias est un chantier ancien dans les écoles. Moi, j'ai participé à la semaine de la presse à l'école d'innombrables fois au cours des 20 dernières années. Mais ce qui manquait, c'était Internet. Et pendant très longtemps, il y a eu une réticence, non pas des profs, mais des parents d'élèves. C'était des profs qui m'avaient raconté ça, que les parents considéraient que Internet c'était le diable, c'était la pédophilie, c'était les jeux vidéo, etc. Et qu'il fallait que l'école en soit préservée. Et donc pendant longtemps, on n'a pas rajouter la dimension Internet à l'éducation aux médias. Et le réveil, le Pearl Harbor, là encore, ça a été Charlie, ça a été les débats dans les classes après Charlie et la prise de conscience par l'éducation nationale que le complotisme, toutes les théories farfelues avaient envahi les cerveaux des enfants. On a perdu, il y a une génération, il y a 10 ans qui ont été perdus avant de prendre conscience. Aujourd'hui, il y a un investissement énorme qui est fait dans l'initiation à Internet, qui est
naturel, je dirais, qui est quand vous avez 13-14 ans, je sais pas à quel âge, c'est de plus en plus jeune, on accède seul à Internet, peut-être 12 ans maintenant. 9 ans, oui, bon, je suis loin du compte. Je veux dire, je ne sais pas par quel miracle est-ce que vous pouvez faire la différence entre la blague que colporte votre copain sur Facebook ou sur Snapchat et l'enquête du Monde qui a mobilisé une équipe pendant 1 an. Tout est sur le même plan. Donc, il y a des programmes formidables qui sont mis en place dans les écoles aujourd'hui. Je voyais un sujet l'autre jour qui était tourné dans une classe où on montrait aux élèves une vidéo qui a été censée être tournée pendant les inondations au début de l'année et à Paris. Et on voit un crocodile sortir d'une bouche d'égout. Et donc le prof demande aux élèves, vous pensez que c'est vrai ? Et donc ils sont là, ils se posent la question, ils regardent le site sur lequel c'est censé être reproduit, etc. Il y en a une majorité qui pense que ça les surprend, mais que oui, c'est sûrement vrai puisqu'il y a les images. Et puis une partie qui disent non, c'est pas vrai, c'est faux. Et évidemment, on leur explique que tout ça a été rajouté, etc. Mais surtout, on leur donne, et l'éducation nationale est en train de mettre en place des outils qui sont absolument formidables pour ça, des outils qui sont utilisables à 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour vérifier qu'une photo a été truquée ou pas, d'où vient une vidéo, est-ce qu'elle correspond bien, c'est des choses hyper simples. Vous prenez la photo, vous la mettez dans le truc en 3 clics, et à 9 ans, on sait faire ça. On sait si voilà, ce réflexe. Il y a un slogan qu'on essaye de diffuser, tous les gens qui sont dans ce métier, etc. C'est vérifier avant de partager. C'est-à-dire que le réflexe qu'ont 98% des gens, et moi compris souvent, c'est on trouve un truc intéressant, drôle, machin, on partage avant même de savoir si c'est vrai ou pas. Et de temps en temps, on tombe dans des pièges parce que c'était pas vrai. Et ce réflexe de prendre 15 secondes de plus pour se demander si c'est vrai, on devrait l'avoir quand on est adulte, et on peut l'apprendre quand on a 9 ans, et ça vous suit. Et donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est, je pense, vital aujourd'hui. Moi, j'ai fait un exercice une fois dans une classe qui était, là encore, c'est tellement satisfaisant de voir ce qui se passe dans la tête des gamins quand vous montrez ça. Vous leur montrez une photo de gens qui sourient. Vous leur dites qu'est-ce que c'est ? Ils disent des gens qui sourient. Vous montrez la même photo prise avec 1 mètre de recul, et vous avez quelqu'un qui a une arme et qui leur dit souriez. Ils disent c'est des gens qu'on force à sourire. Et vous prenez la 3e photo avec encore 1 mètre de recul, et vous avez une caméra qui filme quelqu'un qui est avec un fusil en train de... Et donc, vous avez 3 photos de la même scène, mais prises avec 3 angles différents, et vous avez 3 réalités, 3 histoires différentes. Et quand vous avez 9-10 ans, c'était des collégiens, c'est un peu plus haut, et qui comprennent que la photo, c'est pas forcément la vérité, qu'il faut se poser des questions, qu'il faut analyser, etc. C'est des exercices fabuleux de mise en distance et de compréhension du monde dans lequel on vit, tout simplement. Alors, est-ce que quelqu'un... Oui, moi je crois qu'il faut arrêter, monsieur, ou alors peut-être une dernière question. Une dernière, tu as le temps ? Oui. 5 minutes. Alors, monsieur, là. Non. Ça vient. C'est effectivement un sujet... Merci. Juste là, on voit bien dans les mécanismes que vous avez démontés, la propagation d'une information qui part d'une source vers un nombre variable, éventuellement énorme de gens, et l'exploitation qui peut en être faite, etc. Alors, en fait, ça c'est un type de communication, c'est de la radiodiffusion d'une certaine façon, mais avec les moyens actuels dits d'intelligence artificielle, de big data, etc., on a tous laissé des traces informatiques dans le monde qui nous définissent avec plus ou moins de précision en fonction de la consommation qu'on fait des données. Bon. Et au bout d'un certain temps, on aura des endroits où nous serons d'une certaine façon photographiés
dans ce que nous avons de plus intime. Nos pensées, nos réflexions, nos réactions, etc. Et je voudrais avoir votre commentaire sur la défense contre l'exploitation, que l'on pourrait faire contre l'exploitation, pour en fait individualiser le ciblage qui actuellement est fait vers des bulles cognitives, des ensembles d'individus plus ou moins bien définis, mais quand on nous enverra des choses destinées à nous formater personnellement à travers notre consommation d'informations. Voilà. Vous savez, je parlais du modèle chinois. Les Chinois vont au bout de ce que vous dites avec le crédit social. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire que toutes les données qui vous concernent sont centralisées. Mais toutes. Il n'y a pas de CNIL en Chine. C'est-à-dire que on mêle à la fois si vous payez bien vos impôts, si vous traversez dans les clous ou en dehors des clous, si vous avez laissé un commentaire critiquant le président sur un réseau social, si vous vous êtes engueulé avec le gardien du parking, enfin bref, toutes les données qui constituent vos interactions sociales et qui permettent de vous donner une note. Et cette note, elle monte ou elle descend en fonction de votre comportement. Et donc, vous traversez en dehors des clous, vous perdez 2 points. Vous payez vos impôts en temps voulu, vous en gagnez 5, etc. Et les conséquences de ça, c'est que si vous avez une mauvaise note, vous n'aurez pas accès à certains emplois, par exemple, dans la fonction publique. Vous ne pourrez pas accéder à certains types de logements. Vous ne pourrez pas monter dans un train. Vous ne pourrez pas, etc. Et en revanche, et c'est là que le système est malin, c'est que si vous avez des bonnes notes, vous avez des incitations. Par exemple, vous ne payez plus de caution quand vous louez une voiture si vous avez une bonne note, parce que vous êtes un bon citoyen. Vous passez dans la file VIP pour monter dans un train, etc., etc. Et ça, c'est la logique ultime, c'est-à-dire qu'il y a une centralisation de toutes les données qui vous concernent. Elle existe aujourd'hui, mais sans votre nom. C'est-à-dire que, effectivement, Google a un profil de ce que vous êtes qui est assez complet sur certains domaines, sans doute pas sur d'autres, mais et que de toute manière votre identité leur importe peu. C'est pas ça qui les intéresse, c'est de savoir que vous aimez le chocolat et donc on peut vous envoyer des pubs pour manger du chocolat, etc. Et ça c'est la différence entre le niveau d'intrusion et qu'en plus en France ou dans le système européen, en tout cas il y a des systèmes de protection des données. Je parlais tout à l'heure de la RGDP qui est le règlement qui vient d'être introduit au niveau de l'Europe, qui permet par exemple que si vous quittez un réseau social, vous pouvez partir avec vos données. Vous avez le droit d'effacer votre trace théoriquement. Je suis pas sûr que ça soit très facile à faire, mais en tout cas, sur le papier, ça existe. Donc tout ça, ce sont des choses qui, je pense qu'on a intérêt à être très vigilant sur les garde-fous, sur monter le niveau de garantie plutôt que de le baisser, et surtout, c'est un enjeu citoyen parce que vous avez en face des lobbies qui sont colossaux. Les lobbies des plateformes numériques, ce sont des... Et quand vous avez Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs, vous vous rendez compte, 2 milliards, c'est absolument colossal. Donc, pour tenir tête à ces gens et à éviter de céder à des chantages, le niveau européen est certainement le bon, et surtout, il faut que les gens derrière soient conscients de ces enjeux. Parce que si personne n'est conscient de ces enjeux, les digues sauteront à un moment ou à un autre. Et l'enjeu, c'est celui de notre vie privée, de Big Brother qui existe déjà et qui ne demande qu'à grandir et à nous avaler. Merci beaucoup. Alors, nous n'avalons pas beaucoup de fake news et je vais vous donner une information qui est vraie, juste et vérifiée. C'est que nous commençons la série du Forum Europe de 2019 exceptionnellement un lundi, exceptionnellement le lundi 21 janvier, parce que nous aurons Daniel Cohn-Bendit dans cet amphi. Donc notez dans vos tablettes
lundi 21 janvier, 18h30, et ça sera le seul lundi de l'année. Bonne fête à tous.